Merci beaucoup, Valérie Kudkowicz. Je suggère que nous rassemblions les éventuelles questions vous concernant après l'intervention de Gaby Hochman, qui est à vos côtés et que je présente rapidement. Bonjour, Gaby Hochman. Vous avez beaucoup travaillé à transmettre la mémoire des personnes qui vous ont sauvé des griffes de la Gestapo à Nice en 1943, lorsque vous étiez enfant. Parmi ces personnes, il y en a une particulière qui s'appelait sœur Marie-Émilienne, qui dirigeait la Providence, qui était une institution catholique à Mende. Alors je ne sais plus le département de Mende, si quelqu'un peut me le dire. En Lozère, et qui tient une place particulière dans votre cœur pour cette raison-là. Et vous avez fait en sorte qu'elle soit honorée en 2012 du titre de Juste parmi les nations, décerné par Yad Vashem. D'ailleurs, il faudra dire à la fin, répondre à une question que je pose, et je vous en remercie par avance. Pour tout le monde, Yad Vashem, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Donc, une petite précision sur Yad Vashem, une petite information serait bienvenue. Donc, racontez-nous, Gaby Hochman, votre propre histoire, qui est très émouvante. Je m'appelle Gaby Hochman. Et j'avais participé à ce congrès international d'enfants cachés qui s'est réuni à Jérusalem en 93 et à la suite duquel s'est créée l'association Alumim, l'association des enfants cachés en France pendant la Shoah, l'association israélienne. Et j'ai immédiatement, je me suis inscrite à l'association. Et je l'ai suivi pas à pas jusqu'aujourd'hui. Et comme je suis née en 1941 à Nice, je ne savais pratiquement rien de mon histoire. Et d'ailleurs, je n'avais jamais eu l'idée de refaire ce tour au passé jusqu'à la création de l'association. Madame Hochman, je peux vous interrompre une seconde. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît, parce que on ne vous entend pas toujours très très bien. Merci. Vous voulez que je recommence? Poursuivez. Je poursuis. Et donc, je n'avais aucun souvenir de la guerre. Mes parents, originaires de Pologne, avaient fui Metz en Lorraine, s'y étaient réfugiés en 1940 avec mes grands-parents paternels et ma sœur Annie, née en 1930. Nice n'était pas alors occupée par les Allemands et Juifs y étaient relativement tranquilles. Mon père avait loué une villa que nous habitions avec ses parents et deux de ses sœurs. Mais en août 1942, la police française arrête plus de 500 juifs étrangers en 2 jours qui sont convoyés à Drancy. C'est à ce moment que Moussa Abadi, un juif de Damas venu étudier à la Sorbonne, et son ami, le médecin Odette Rosenstock, tous deux réfugiés à Nice, ont créé le réseau Marcel pour s'occuper des enfants abandonnés après l'arrestation des parents. Ce réseau était assisté par l'évêque de Nice, Monseigneur Raymond, qui avait mis à leur disposition un bureau à l'évêché. Puis, les Allemands occupent Nice début septembre 1943. Moussa avait demandé de l'aide à Lozé
l'organisation de secours aux enfants juifs qui avait envoyé 2 assistantes sociales. Elles ont ouvert un bureau à Nice et incité les familles juives à leur remettre les enfants pour les cacher. Les réseaux de sauvetage étant clandestins, les familles ont compris qu'elles remettaient leurs enfants à Lozé. Mes parents nous ont donc amenés, ma sœur âgée de 13 ans et demi et moi 2 ans et demi, au bureau de Lozé. Puis, mes parents se sont cachés dans une cave d'amis non juifs. Ma mère voulait absolument prendre de nos nouvelles et elle a quitté leur cachette malgré les supplications de mon père. Elle s'est rendue au bureau de Lozé. Les enfants avaient déjà été dispersés, mais la Gestapo est là, arrêtant les 40 femmes qui avaient eu le même désir que ma maman. Espérant arrêter toute famille, ils l'ont conduite vers la villa. Au moment, ma tante Hélène, cachée elle aussi dans une cave, se dirigeait vers la villa pour y chercher un matelas. Elle a vu de loin ma mère encadrée de soldats allemands. C'est comme ça que la famille a appris l'arrestation de maman. La famille a alors pensé que nous étions aussi en danger et a tout fait pour nous retirer du réseau Marcel. Je ne sais pas comment ils ont fait, puisque tout était secret. Sans doute, grâce à l'oncle Charles, le mari catholique d'une sœur de mon père, qui pouvait circuler librement. L'oncle Charles avait aidé une partie de la famille à se cacher dans la commune de Chanac, en Lozère, dans le Massif central. Je pense qu'il nous y a emmenés aussi. Puis, il a dû chercher une institution catholique pour nous mettre à l'abri. Il est sans doute allé à Mende, au couvent de la Providence, pour demander de l'aide de la mère supérieure et de l'aumônier. Mais je ne savais rien de tout cela quand je me suis inscrite à Aloumim, que j'ai commencé mes recherches. Jusqu'à la création d'Aloumim, je n'avais jamais eu l'idée de retour au passé. On ne parlait pas dans les familles endeuillées après la guerre. Et quand les questions me sont venues, il n'y avait plus personne à qui les poser. Qu'est-ce que je savais en 1994? De conversations avec ma sœur dans ma petite enfance, j'avais retenu que j'avais été cachée avec elle dans un couvent à Mende, où une religieuse portait un nom très peu commun. Elle s'appelait Tarsisius. J'avais aussi gardé la vision de religieuses en habit qui me prenaient dans leurs bras. J'ai joué les détectives avec l'aide d'une amie catholique qui avait un contact à Mende. Profitant d'un séjour en France, j'ai donc pris la route de Mende et sonné à la porte de la Providence. C'est en avril 1994. Une religieuse m'attendait à l'accueil. Elle s'appelait Sœur Émilienne. Personne ne portait plus l'habit à l'époque. Et j'ai demandé à voir le registre de l'institution. Effectivement, il y avait là nos 2 noms, avec date de naissance, provenance Nice, date d'arrivée, date de sortie. J'ai demandé à voir des albums de photos de l'époque. Les religieuses y prenaient bien l'habit, mais je n'ai reconnu personne. J'avais espéré un déclic, un rappel de souvenirs, mais rien. Je suis rentrée à Jérusalem, ne sachant à qui je devais la vie.
Que fait-on quand on ne sait pas à qui attribuer la médaille des Justes? Denise Sikierski, une ancienne de la résistance et amie d'Aloumim, de la résistance juive, m'a dit qu'on pouvait faire une plaque commémorative. En 97, j'ai fait part de mon intention à sœur Émilienne et je souhaitais que la plaque soit apposée sur le mur extérieur du couvent. Mais cette idée ne faisait pas l'unanimité au sein de l'association des Amis de la Providence qui subventionne l'institution. Plaidait qu'à l'extérieur, les écoliers pourraient apprendre une page d'histoire de leur ville, que cette plaque pourrait contredire les négationnistes. Rien n'y fit. Puis m'est venue une idée. J'écrirai au cardinal Lustiger, qui avait été enfant caché lui aussi pendant la guerre, pour lui demander d'envoyer sa bénédiction à cette congrégation. Le cardinal écrivit une lettre à l'évêque de Mende et la proposition fut acceptée. La cérémonie d'inauguration de la plaque eut lieu le 14 mai 1997. J'avais réussi à contacter le chef de la communauté juive de Béziers qui a dévoilé la plaque pendant que la police arrêtait la circulation. Il y avait là 200 personnes, des religieuses en habit, des curés, les scouts avec les louveteaux. Mon amie Marie Vidal, bibliste catholique, venue de Montpellier avec ses élèves. Il y eut des allocutions. L'évêque de Mende lut le message du cardinal Lustiger. L'adjointe au maire me remit la médaille de la ville. Et il y avait aussi des journalistes. Quelques semaines plus tard, sœur Émilienne m'envoyait des coupures de journaux où j'appris qui étaient mes sauveurs. La mère supérieure, l'aumônier le père Copper et aussi sœur Émilienne. Les deux premiers n'étaient plus en vie en 1994. Nous sommes aujourd'hui 21 âmes à leur devoir la vie. En 2011, j'ai fait les démarches auprès de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, et la cérémonie a eu lieu en février 2012. Sœur Émilienne a passé toute la semaine chez moi et m'a raconté la période où nous étions, ma sœur Annie et moi, à la Providence. La Gestapo y faisait des descentes. Sœur Émilienne avait accepté la charge difficile, très difficile, de nous cacher en cas de danger. Une cachette avait été aménagée dans une petite pièce sous l'autel de la chapelle. Sœur Émilienne avait convenu d'un signe avec ma sœur Annie. Elle se posait la main sur la tête et ma sœur Annie savait qu'elle devait aller me chercher et m'emmener à la chapelle à l'insu de toutes les autres personnes présentes. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit en 1994? Elle avait juré au père Colbert de ne jamais en parler à personne. Et celui-ci était décédé sans l'avoir libéré de son serment. Même sa famille n'était pas au courant. Toute cette reconstitution de mon histoire représente pour moi un immense tikkun. C'est un mot hébreu qui veut dire réparation. Pendant 30 ans, nous nous sommes parlé au téléphone. Nous avons correspondu.
tous les descendants de ma sœur et les miens lui rendaient visite à chaque occasion. Il s'est créé entre nous tous, c'est-à-dire sœur Émilien et toute ma famille élargie, des liens d'une telle tendresse et d'une telle affection. Les murs de sa chambre étaient tapissés de nos photos que je lui envoyais au fil des années. Et quand on lui demandait qui sont ces personnes, elle répondait: c'est ma famille de Jérusalem, parce que je terminais toujours mes lettres par votre famille de Jérusalem. J'ai encore eu l'immense bonheur de lui rendre visite en juillet 23. Sœur Émilienne nous a quittés en mars 24 à l'âge de 101 ans. Elle tenait un cahier qu'elle me destinait, dans lequel elle écrivait tous ses souvenirs et collait des photos. On me l'a envoyé après son décès. Et en mars 24, j'ai témoigné devant la classe d'Ella et ma petite fille, la fille de ma fille cadette, qui avait alors et les élèves ont posé beaucoup de questions. Merci beaucoup. On va peut-être juste voir des photos et vous montrer quelques photos pour illustrer le témoignage. C'est une photo prise lorsque j'avais 2 ans et demi, lorsque les parents nous ont remis à Lauzé. Un peu de silence, s'il vous plaît. C'était en fait le réseau Marcel, et ils demandaient une photo, et Moussa et Odette Abadi établissaient une fiche pour chaque enfant, et sur la fiche, ils marquaient les noms des parents et aussi éventuellement les noms et adresses de familles en dehors de France, en dehors de la guerre, dans des pays non en guerre, et pour le cas où les parents ne reviendraient pas. Merci beaucoup, Gabi Hochman. Avec vous, nous sommes sortis des livres pour toucher directement la réalité et le cœur de toutes les personnes ici, les personnes présentes ici. Attendez une seconde, il y a quelqu'un pour Gabi Hochman là, qui est un proche. Alors, je ne sais pas où elle est passée. Elle est là. Vous avez la parole. Bien, merci, bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à prendre la parole ici. Donc, Michael, je suis la petite nièce de Gabi Hochman. Il se trouve que je vis à Strasbourg. Et voilà, tout ce que je retiens de tout ça, c'est la chance que nous avons d'avoir quelqu'un à qui dire merci. Donc, merci à toi, Gabi, pour ce témoignage. Évidemment, merci à sœur Émilienne pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et voilà, je suis heureuse de voir aussi combien de jeunes il y a dans la salle. Donc, merci à vous pour l'organisation de cet événement. Et merci à vous.